Voilà, nous entamons le cours du catabolisme des acides gras, également appelé bêta-oxydation. Pourquoi bêta? Parce que l'acide gras subit une oxydation au niveau de son carbone bêta, donc pour sa dégradation. Le catabolisme a pour but essentiel d'apporter donc l'énergie nécessaire à l'organisme pour ses besoins quotidiens et son activité quotidienne. Alors, les acides gras et les glucides jouent un rôle important comme substance donc énergétique, et il faut savoir que les cellules accumulent ces lipides sous forme de triglycérides, au niveau du tissu adipeux essentiellement, et ces triglycérides sont mis en réserve sous forme anhydre, contrairement aux glucides et aux protéines qui sont toujours accompagnés d'eau, donc qui sont sous forme hydrique. Alors, ces lipides sont stockés au niveau du cytoplasme des cellules adipeuses, et leur oxydation va nécessiter un processus d'activation qui est très important, donc qui est une étape préalable avant de subir l'oxydation totale. Alors, pour qu'ils soient oxydés, les acides gras ne sont pas tous oxydés, ils sont tous oxydés, mais pour être oxydés, les acides gras à longue chaîne doivent être activés. Alors, dans la mitochondrie, ce processus se déroule, et pour ce faire, l'acyle va être transféré sur le coenzyme A au niveau de l'espace intermembranaire. Alors, les acides gras à longue chaîne donc nécessitent une activation préalable, et quand je dis longue chaîne, cela veut dire que le nombre de carbone est supérieur à 10, alors que les acides gras à courte chaîne, donc avec un nombre de carbone égal ou inférieur à 10, ne nécessitent nullement d'activation. Ils pénètrent directement au niveau de la matrice mitochondriale pour y être activés. Mais avant d'arriver aux acides gras, il faut une hydrolyse préalable des triglycérides. Vous savez que les triglycérides, nous les avons vus en structural, un triglycéride est composé d'un glycérol et de 3 acides gras. Pour que l'on puisse obtenir les acides gras, il faut une hydrolyse. Donc, l'hydrolyse se fait en 2 étapes. Une première activité hydrolytique catalysée par une lipase, une triglycéride lipase, qui va libérer un 2-monoacylglycérol ou bêta, donc concernant le carbone bêta ou le carbone 2 du glycérol, donc un 2-monoacylglycérol avec 2 acides gras. Alors cette enzyme est régulée par les hormones, cette réaction est régulée par des hormones comme l'adrénaline ou le glucagon. On obtient donc dans un premier temps si vous voulez, monoacylglycérol avec 2 acides gras, et il y aura une deuxième activité lipase qui sera intracellulaire, indépendante des hormones, qui va libérer le dernier acide gras avec le glycérol. En fin de compte, nous obtiendrons 3 acides gras avec du glycérol. Alors, une fois que les acides gras sont là, il faut une activation et une entrée des acides gras dans la mitochondrie. L'activation va se faire par le biais du coenzyme A au niveau de la membrane externe de la mitochondrie. Alors, les acides gras sont activés grâce à leur fixation sur le CoASH, et l'enzyme qui catalyse cette réaction s'appelle acyl-CoA synthétase. Acyl-CoA parce que nous obtenons un acyl-CoA synthétase, c'est la synthèse donc de l'acyl-CoA. Donc nous avons la réaction qui suit, RCH2COH, donc qui est l'acide gras, qui nécessite bien sûr de l'ATP, une source d'énergie importante avec le CoASH, et finalement voilà, nous obtenons l'acyl-CoA en présence d'AMP et de pyrophosphate. La réaction se fait en 2 temps. Dans un premier temps, l'acide gras avec l'ATP va donner l'acyladénine
adénylate avec le pyrophosphate. Enfin, l'acyladénylate se lie au CoA-SH pour que l'AMP soit libéré et l'acyle-CoA puisse se former. En ce qui concerne donc les acides gras à longue chaîne, donc dont le nombre de carbone est supérieur à 10, l'activation va se faire au niveau de l'espace intermembranaire. Mais cependant, pour que la suite puisse se faire, il faut que cet acyle-CoA pénètre à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Pour ce faire, cet acyle-CoA ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la matrice. Il va nécessiter un transporteur. Ce transporteur, c'est la carnitine. Qu'est-ce que la carnitine? La carnitine est une association de choline et d'acétate. Donc, voilà la carnitine. Regardez la molécule de choline et l'acétate ici. Donc, ici, c'est la molécule de choline, rappelez-vous. Nous l'avons vu dans les phospholipides. Et ici, la molécule d'acétate. Donc, c'est l'assemblage d'une molécule d'acétate avec une molécule de choline. Alors, cette carnitine va donc jouer un rôle extrêmement important pour transporter les acides gras à longue chaîne au niveau de la matrice mitochondriale. Alors, c'est le radical acyle donc qui va être pris en charge par la carnitine. L'enzyme qui catalyse cette réaction s'appelle acyle-carnityltransférase. Elle est située sur la face externe de la membrane mitochondriale. Alors, l'acyle-carnitine et le CoA-SH vont être libérés au niveau de l'espace intermembranaire. Voilà comment ça se fait. Voilà le schéma. Donc, vous voyez l'espace intermembranaire et vous voyez la matrice mitochondriale. L'acyle-CoA, ici présent au niveau de l'espace intermembranaire, va donc libérer, donc il va déjà se lier à la carnitine pour donner, alors regardez, il va donner l'acyle-carnitine et libérer le CoA-SH au niveau de l'espace intermembranaire. Après, donc, vous voyez, le radical de l'acide gras lié à l'acyle-carnitine va traverser la membrane mitochondriale. Alors, ici, il y a une enzyme qui va faciliter ce passage de l'acyle-carnitine. C'est la carnitine, l'acyle-carnitine translocase. Elle va permettre le passage de l'acyle-carnitine au niveau de la matrice mitochondriale. Voilà, l'acyle-carnitine se trouve maintenant au niveau de la matrice mitochondriale. Alors, que va-t-il se passer? Évidemment, nous avons besoin de notre acide gras. On va détacher la carnitine. Voilà, on détache la carnitine ici et il nous reste l'acide gras qui va de nouveau se lier au CoA-SH qui est particulier à la matrice mitochondriale pour reformer l'acyle-CoA qui est matriciel au niveau de la matrice mitochondriale. Donc, voilà, l'acyle-carnitine traverse la membrane grâce à l'action d'une acyle-carnitine translocase. C'est ce que je vous ai montré ici. Donc, c'est la translocase qui va faciliter, qui va permettre le passage de cette acyle-carnitine qui se trouve au niveau de l'espace intermembranaire et passer au niveau de la matrice. Alors, après transfert du radical acyle sur le HS-CoA matriciel, le CoA-SH matriciel pour reformer. Et là, c'est une acyle-carnitine transférase 2. Donc, vous avez vu l'acyle, celle qui se trouvait au niveau de l'espace intermembranaire. Celle qui se trouve au niveau de la matrice, c'est l'acyle-carnitine transférase 2. L'acyle-CoA ainsi reconstitué va devenir le substrat des réactions qui vont se dérouler au niveau de la matrice mitochondriale. D'accord? Voilà le schéma. Voilà.
Alors maintenant, les étapes de cette bêta-oxydation. Alors, la bêta-oxydation, c'est une séquence de 4 réactions que l'on appelle tours. Pour un acide gras à 2 N carbone, par exemple, si vous avez 16 carbones, vous aurez 2 fois 8, 16 carbones, le N sera égal à 8. Alors, pour un acide gras à 2 fois 8 carbone, donc 16 carbones, vous aurez N-1, c'est-à-dire N est égal à 8. 8 moins 1, ce sera 7 tours, seront nécessaires pour une oxydation complète en N-acétyl-CoA, c'est-à-dire en 8 acétyl-CoA. La voie de la bêta-oxydation est une séquence récurrente. Récurrente veut dire répétitive. Elle se répète. On va la refaire plusieurs fois. De 4 réactions. Donc une séquence qui est constituée de 4 réactions qui vont se répéter jusqu'à ce que l'acide gras complet soit catalysé. Alors, on va produire un acétyl-CoA à chaque tour, un NADH, H+, et un FADH2. Alors, on appelle le tour, on appelle l'hélice de Linén. Alors, 4 réactions, il y a une oxydation par le FAD au niveau du carbone bêta, une hydratation, une oxydation par le NAD et une coupure qu'on appelle la thiolyse. Je répète, je vais m'expliquer. Vous avez donc une acétyl-CoA déshydrogénase. Les déshydrogénases, ce sont des enzymes qui catalysent des réactions d'oxydation. Donc vous avez l'acétyl-CoA obtenu avec le coenzyme FAD et vous obtenez le trans-delta-2 énoyl-CoA avec le FADH2. Donc le coenzyme est réduit et trans-delta-2 énoyl-CoA, je m'explique, regardez. Alors vous avez l'acétyl-CoA ici que l'on a formé, donc au niveau de la matrice mitochondriale. Vous avez une réaction d'oxydation en premier lieu, le FAD qui est réduit, donc réaction d'oxydation, et là nous oxydons notre acétyl-CoA en formant, donc vous avez le carbone alpha et le carbone bêta, et vous obtenez le trans-delta-2 énoyl-CoA, donc trans en position trans, du carbone au niveau du carbone bêta, trans-delta-2 énoyl-CoA. Après, vous avez une hydratation, on ramène de l'eau et l'enzyme s'appelle énoyl-CoA hydratase et nous obtenons un L3, donc on change l'appellation ici, ça devient le L3 hydroxyacyle. Donc il y a une fonction hydroxyle, une fonction alcool qui va se former au niveau du carbone 3, 1, 2, 3, d'accord? Et vous obtiendrez le L3 hydroxyacyle-CoA. Par la suite, une deuxième oxydation utilisant le coenzyme NAD+, qui est oxydé, qui va être réduit ici, et l'enzyme toujours une déshydrogénase, donc ce sera la L3 hydroxyacyle déshydrogénase, acétyl-CoA déshydrogénase, et vous allez avoir une oxydation, donc vous allez avoir une fonction cétone qui va se former. Donc vous remarquez, regardez, je reviens en arrière, regardez, vous avez un acide gras. Donc là, on est en train de reformer d'autres acides gras. Alors, ce cétoacétyl-CoA, on va rajouter du CoASH, il va y avoir une thiolyse et l'enzyme, c'est la thiolase, parce que ça va couper l'acide gras. Alors, vous avez une coupure ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Le RCH2CO, on lui ramène le CoASH, on reforme l'acétyl-CoA et vous avez un acétyl-CoA qui est libéré. Donc ça va se libérer. Donc il y a un tour. Qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué notre acide gras de 2 carbones. On a enlevé ça et ça. Et puis ensuite, et on a reformé un acide gras qui est diminué de 2 carbones. On reprend le même schéma, donc on reprend les mêmes cycles, voilà. Première étape, c'est une déshydrogénation entre le carbone 2 et 3 de l'acyle. Il va se former une déshydrogénation en présence du FAD, donc voilà l'acide gras, l'acyle
CoA avec le FAD qui donne le trans delta 2 énoyl CoA. Ensuite, voilà, trans delta 2 énoyl CoA, une oxydation, donc le carbone alpha, le carbone bêta. Voilà, vous avez trans delta 2 énoyl CoA. Et puis, vous avez donc une hydratation. Voilà, vous obtenez le L-bêta hydroxyacyl CoA. D'accord? Donc, énoyl CoA hydratase, énoyl CoA hydratase. Et puis, une deuxième oxydation, une déshydrogénation, c'est une oxydation. Et là, vous obtenez le cétoacyl CoA. Après le cétoacyl CoA, il y a ce que l'on appelle le clivage, la thiolyse par une thiolase, une bêta-cétothiolase, qui va libérer et on va ramener un CoA-SH pour reformer un acyl CoA et il y aura libération d'un acyl CoA qui est diminué de carbone. Voilà, l'acyl CoA diminué de carbone. Et on reprend le cycle au même titre que la première fois. En fin de compte, à la fin de chaque tour, il y aura libération de 1 acétyl-CoA, de 1 FADH2 et de 1 NADH H+ à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Donc, je répète, si nous partons d'un acide gras à 2 N carbone, il y aura N-1 tour, 1 tour pour obtenir la bêta-oxydation complète de l'acide gras avec libération de N-acétyl-CoA. Dans le cas d'un acide gras à 2N plus 1 carbone, donc nombre impair de carbone, évidemment à la fin nous n'allons pas libérer un acétyl-CoA, on libérera un propionyl-CoA, d'accord, et donc la bêta-oxydation de l'acide conduit à la libération de N-1 acétyl-CoA et non pas N-acétyl-CoA et de 1 propionyl-CoA du fait que l'acide gras est un acide gras impair, un nombre impair de carbone. Donc, mais retenez juste les acides gras à nombre pair de carbone. La répétition des bêta-oxydations produit donc une succession d'unités d'acétyl-CoA. Pour un acide gras ayant 16 atomes de carbone, par exemple l'acide palmitique, il faudra 7 cycles. Donc, on a dit N-1 tour, N-1 cycle de bêta-oxydation pour le dégrader. D'accord? Et il y aura à chaque fois libération de FADH2, NADH et acétyl-CoA, autant de nombre de tours. Voilà. Pour un palmityl-CoA, donc l'acide palmitique, on va avoir le palmityl-CoA avec 7 FAD+, 7 NAD+, et 7 CoA. On va les utiliser et 7 molécules d'eau. On obtient 8 acétyl-CoA, 7 FDH2, 7 NADH H+. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'il y a un acétyl-CoA qui reste à la fin, qu'il faudra rajouter par rapport au nombre de FAD et de NAD+. Alors, le bilan en termes d'ATP, pour par exemple l'acide palmitique, donc 2 fois 8, 16 carbone, donc le N est égal à 8. Donc, qu'est-ce que l'on obtient en matière de bilan en ATP? Vous avez donc 8 acétyl-CoA, 7 ADH2 et 7 NADH. Comme un acétyl-CoA rentre dans le cycle de Krebs. Un acétyl-CoA qui rentre dans le cycle de Krebs fournit 12 ATP. Pourquoi 12? Il y a 3 fois NADH H+, le NADH H+, correspond à 3 ATP, le FADH2 à 2 ATP et le GTP est égal à 1 ATP. Donc si je recompte, 3 fois 3, 9, plus 2, 11, plus 1, 12. Donc un acétyl-CoA, c'est 12 ATP. Ici, j'en ai 8, donc c'est 8 fois 12, égale à 96. Le 7 FADH2, c'est 7 fois 2, 14. NADH H+, c'est 7 fois 3 fois 7, 21. 96 plus 14 plus 21 vous donne 131 ATP. Alors, on enlève 2 ATP pour l'activation, parce qu'il y a consommation de 2 ATP, et le bilan, ce sera de 129 ATP.
Maintenant, on va comparer en matière d'énergie, en matière d'ATP, le glucose, combien il fournit d'ATP par rapport à une molécule d'acide gras. Alors, une seule molécule d'acide gras, c'est-à-dire une molécule, on prend l'acide stéarique dont le N est égal à 9 et on prend une molécule de glucose. Une molécule de glucose fournit 38 ATP. Pour arriver à 18 carbone, il faut 3 molécules de glucose. Donc le glucose a 6 carbones dans sa structure. Donc 6 fois 3, 18. Il faut 3 molécules. En utilisant déjà 3 molécules de glucose, on n'arrive pas au même bilan. Alors qu'une molécule donne 38 ATP, une molécule d'acide stéarique, combien elle va donner? 9 acétyl-CoA, donc 12 fois 9, 108, plus 8 FADH2, ça veut dire 16, 8 fois 2, 16, 8 NADH, 3 fois 8, 24 ATP. Alors 24 plus 16 plus 108 donne 148, moins 2 ATP d'activation donne 146. Ce qui veut dire que, regardez, pour 18, même en utilisant 3 molécules de glucose, nous n'avons que 114. Alors qu'ici, avec une seule molécule d'acide stéarique, nous avons 146 ATP. Les acides gras sont des molécules qui sont extrêmement énergétiques. Alors, pourquoi on enlève de carbone? Regardez. L'acide palmitique a 16 carbones. L'activation de l'acide palmitique par une acylthiokinase utilise une mole d'ATP. Regardez ce qui se passe. Ici, vous avez le palmitate plus l'ATP plus le CoA-SH. Le palmityl-CoA, nous avons vu l'activation, utilise donc le palmityl-CoA. On a utilisé de l'ATP qui nous a donné de l'AMP. Cet AMP, et du pyrophosphate bien sûr. Cet AMP va être repris par la suite par une autre molécule d'ATP. Donc, c'est une myokinase qui intervient pour consommer cette mole d'ATP, la myokinase qui consomme une deuxième mole d'ATP, donc, et elle reprend l'AMP et vous avez 2 ADP qui sont formés. Donc l'activation du palmitate par une thiokinase utilise l'ATP et libère un pyrophosphate et un AMP. Donc voilà, l'AMP et le pyrophosphate. Le pyrophosphate est hydrolysé par une pyrophosphatase et l'AMP qui est libéré ici, va être retransformé en ADP par une myokinase qui consomme donc une deuxième mole d'ATP. Je voulais vous expliquer qu'il y a utilisation au cours d'une bêta-oxydation de 2 ATP pour une oxydation totale. Alors, dans le cas d'un acide gras à 2N plus un nombre impair de carbone, la bêta-oxydation aboutit à N-1 acétyl-CoA, parce que à la fin, nous n'obtenons pas un dernier acétyl-CoA, mais on aura N-1 acétyl-CoA plus un propionyl-CoA. Il y a un carbone en plus. Le dernier, ce ne sera pas un acétyl-CoA, ce sera un propionyl-CoA. Le glycérol issu de l'hydrolyse des triglycérides ou des phospholipides peut être réutilisé comme précurseur de synthèse des lipides ou des glucides, ou encore suivre la voie de la glycolyse. Le devenir du propionyl-CoA, en fait, il va se transformer en succinyl-CoA. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça concerne les acides gras à nombre impair de carbone. Je vous demande de retenir la bêta-oxydation des acides gras à nombre pair de carbone. Donc, les corps cétoniques. Une grande partie de l'acétyl-CoA produit par la dégradation des acides gras et du glucose est oxydée au niveau du cycle de Krebs. Cependant, une fraction de cet acétyl-CoA est transformée au niveau des cellules hépatiques en corps cétoniques. Quels sont donc ces corps cétoniques? Il y en a 3. L'acétoacétate, le D-bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. En fait, l'acétone est un produit volatile, donc il va s'évaporer, il est exhalé. L'acétoacétate et le D-bêta-hydroxybutyrate vont être transportés dans le sang, par le sang, vers les tissus extra-hépatiques, donc ils sortent du foie et ils vont aller au niveau du muscle squelettique, cardiaque, au niveau du cortex rénal, où ils vont être oxydés
Alors ces produits vont être oxydés pour aller vers le cycle de Krebs et fournir une grande partie de l'énergie. Le cerveau, qui normalement utilise le glucose comme source essentielle d'énergie, va se servir de corps cétonique en cas de carence en glucose. Par exemple, lorsqu'il y a un jeûne prolongé. Donc le cerveau va se servir des corps cétoniques comme source d'énergie en cas de carence en glucose. Alors regardez ce qui se passe. L'acétyl-CoA qui est produit au cours de la dégradation des acides gras et du glucose, une grande partie donc est oxydée au niveau du cycle de Krebs. Dans certaines circonstances, quand il y a un déséquilibre entre la dégradation des acides gras et celle des glucides, il se passe autre chose. Voilà, le taux de glucose va diminuer et il y aura des équilibres. Alors, que se passe-t-il? En fait, l'oxaloacétate, qui normalement se lie à l'acétyl-CoA pour rentrer dans le cycle de Krebs et fournir l'énergie, il va être détourné parce que l'organisme manque de sucre. L'oxaloacétate va être utilisé pour la voie de la néoglucogenèse et former du glucose. D'accord? Alors, il se passe quoi? L'oxaloacétate n'étant plus disponible, puisqu'il est parti former du glucose, alors l'acétyl-CoA ne va plus se condenser à l'oxaloacétate pour entrer dans le cycle de Krebs et donner l'énergie. Il va aller vers la formation de corps cétoniques. Ces corps cétoniques, donc, qui vont être utilisés par le cerveau pour, en cas de déséquilibre, comme source d'énergie, en cas de déséquilibre entre la dégradation des acides gras et la dégradation des glucides, du glucose. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.